Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Rencontre. Aujourd'hui, nous nous intéressons au BRICS, cet acronyme anglais de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, soit 5 nations considérées par les institutions financières internationales comme étant les grandes puissances émergentes actuelles. Elle représente à elle seule 40% de la population totale de la planète, 25% des territoires et environ 20% du PIB mondial. Ces 5 pays contrôlent déjà environ 43% des réserves de change mondiales et leur part ne cesse de s'accroître. Le Forum des BRICS 2017 se tient en septembre à Xiamen, une ville littorale du sud-est de la Chine. Il s'agit de la 9e édition de ce forum. Quel bilan peut-on faire de cette première décennie de coopération et comment ce forum contribue-t-il aux évolutions de la gouvernance mondiale? Avant d'entamer nos discussions, je vous invite à regarder ce reportage. L'acronyme BRICS fait référence au groupement de 5 économies nationales majeures constituées du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ensemble, elles représentent environ 43% de la population mondiale et 20% du PIB. Au cours de la dernière décennie, les nations BRICS ont contribué à plus de la moitié de la croissance économique mondiale qui fut pour l'essentiel réalisée par le biais d'une coopération pragmatique dans des secteurs tels que les échanges, la finance, l'agriculture et la technologie. En juin 2009, les 4 pays composant le groupe des BRICS à l'origine ont tenu leur premier sommet officiel en Russie. Ils ont mis l'accent sur les moyens de renforcer l'économie mondiale et d'impliquer davantage les pays en voie de développement dans les affaires internationales. En juillet 2014, le groupe des BRICS, à 5 États, a signé un accord visant à établir ce qui est aujourd'hui la nouvelle banque de développement, disposant de 100 milliards de dollars de réserves. La banque a pour objectif de soutenir des projets répondant aux critères de respect social, de préservation de l'environnement, sans oublier d'être économiquement viable. En octobre 2016, les pays BRICS ont convenu de renforcer les efforts communs en matière de sécurité et ont publié une déclaration commune condamnant le terrorisme. En juillet 2017, les ministres de l'Éducation des 5 pays ont publié la déclaration sur l'éducation de Beijing en vue de promouvoir les réformes dans l'éducation, la recherche et l'innovation, tout en encourageant les enseignants à améliorer leurs performances au moyen d'échanges à l'international. Depuis 2009, les dirigeants de ces 5 nations se sont rencontrés sur une base annuelle lors de sommets officiels, et ce partenariat d'avancer de nouveau. La réunion de cette année, à Xiamen, passera en revue la coopération mise en œuvre ces 10 dernières années et donnera un aperçu de ses plans ambitieux pour la décennie à venir. Et chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes avec 2 invités. L'un, c'est M. Li Dan. Vous êtes professeur à l'Institut de diplomatie de Chine. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Et David Gosset, vous êtes fondateur du Forum Europe-Chine. Vous avez créé New Silk Road Initiative en 2015. Vous êtes également expert dans les relations internationales. Vous êtes sinologue, bien sûr. Et bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'être rejoints avec notre correspondant en Égypte, Monsieur Ashraf Mahmoud. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour, c'est mon plaisir. Et d'abord, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, après 8 ans de développement du sommet des BRICS, les 5 pays des BRICS ont connu un grand développement économique rapide. Le PIB cumulé des 5 pays est aujourd'hui égal à celui des États-Unis. Donc, messieurs, quel bilan tirez-vous de cette première partie, de cette première décennie du développement des BRICS? Pour moi, je tire évidemment un bilan très positif de cette décennie de développement du groupe BRICS. Quand la notion a été proposée par un chercheur de Goldman Sachs en 2001, nous ne savons pas que la nouvelle notion puisse aller aussi loin que ça. Donc, elle a été concrétisée, elle a été développée sous les efforts conjoints de
5 membres. Au début, c'était 4 membres. Aujourd'hui, c'est 5 membres du groupe BRICS. Quel est le groupe BRICS d'aujourd'hui? Ce sont les 5 pays qui forment une entité qui représentant la moitié du progrès, donc de la croissance économique dans notre planète. Aujourd'hui, le groupe est devenu une sorte de plateforme pour donner une nouvelle impulsion à la réforme de la gouvernance économique internationale dans le cadre des institutions onusiennes, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., etc. Donc ces 5 pays, tous des grands pays en développement, coordonnent leur position face aux défis qui se posent devant nous, donc les plus grands défis donc internationaux, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, etc., etc. Donc, en tant que puissance en développement, donc, la coopération sud-sud se concrétise avec le développement du groupe BRICS, donc avec des résultats tangibles, illustrés un peu mieux par cette nouvelle banque du développement, la banque BRICS. Voilà, donc ce sont tous ces facteurs qui m'ont permis de tirer de dessiner un bilan très positif des 8 années écoulées du BRICS. D'accord. Et Monsieur Mahmoud, nous savons que vous avez aussi, en Égypte, vous avez aussi effectué des interviews en Égypte, donc bien que l'Égypte ne soit pas un pays membre des BRICS, mais vous avez quand même recueilli des réactions, n'est-ce pas? Quelles sont les réactions de la population égyptienne? Bon, pour la population égyptienne, il faut dire que une petite historique que l'Égypte a été colonisée par un pays occidental et ça fait quand même un goût amer dans la rue égyptienne peut-être vis-à-vis des coopérations économiques, etc. Avec des pays occidentaux. Du coup, on a un calme et on repose sur une coopération avec les pays des BRICS, surtout que quand on parle quand même des aides ou bien des dons présentés par des institutions comme la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international, ces institutions quand même imposent des conditions au pays et s'ingèrent quand même dans les affaires internes, ce qui ne plaît pas au peuple égyptien. Je parle, comme vous avez demandé, de la vie de la rue. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on trouve que des projets qui sont faits sur le territoire égyptien, comme par exemple le grand projet de la zone industrielle chinoise au bord du canal de Suez dans la région de Ain es-Sokhna. C'est un exemple très positif qui nous donne un espoir à plus de coopération avec les pays des BRICS, plus que se tourner vers les pays occidentaux. Excusez-moi de faire la comparaison, mais c'est le sujet dont on parle dans la rue, sur les cafés même, quand on discute. Bon, les gens ne sont pas conscients, bien sûr, les gens de la rue ne sont pas conscients qu'il y a un sommet qui s'appelle les BRICS, etc. Mais quand on parle en général de l'économie, en général des investissements directs dans le pays, surtout, vous avez bien précisé l'Égypte. L'Égypte souffre d'une économie qui n'est pas très stable après 2 révolutions, en 2011 et en 2013, et après la fuite de beaucoup de capitaux, après la fuite des hommes d'affaires, des investisseurs. Là, on compte vraiment sur les BRICS, avec la préparation de quelques lois sur l'investissement, l'allègement des impôts, des taxes, l'allègement de l'importation des matières premières pour les pays comme la Chine, par exemple, ou bien les pays des BRICS, des matières premières qui sont utilisées ici sur les territoires égyptiens. Alors,
un sentiment de repos, un sentiment très positif de la part du peuple égyptien concernant des coopérations avec les pays des BRICS. D'accord. Et le centre régional de la nouvelle banque de développement des BRICS a été établi il y a juste quelques jours, le 17 août. Donc, selon vous, quel rôle jouent les BRICS dans le développement du continent africain? Et comment les Africains peuvent-ils profiter de ce partenariat? Ouais, très bien. Là, si je parle du continent africain en général, le continent africain souffre de manque d'infrastructures, de manque de projets nationaux, de manque d'investissements sur leur territoire. Le continent africain, bien sûr, possède ou bien des richesses, soit minières, soit naturelles, incroyables, mais on a besoin de développer et de profiter de ces richesses dans le développement des pays africains en général. Là, quand on a une banque de développement des BRICS, c'est-à-dire qui renferme des pays, dont 4 pays des plus riches économies au monde. Je parle du Brésil, de l'Inde, de la Chine et bien sûr de la Russie. Alors là, c'est un poids incroyable qui nous met en état d'optimisme pour plus d'investissement dans le continent africain. Là, la banque, c'est quoi le rôle d'une banque? Le rôle d'une banque, c'est de financer des projets. Les pays africains ont besoin de projets d'infrastructure, ce qui manque bien sûr, des projets de technologie, ce qui manque dans beaucoup de pays africains. Si je parle par exemple du nord de l'Afrique, c'est-à-dire la Tunisie, la Libye, l'Algérie ou bien l'Égypte, on a besoin de gros investissements et d'attraction pour les investissements de ces pays parce qu'on souffre du chômage, on souffre de liquidité, de problèmes d'investissement. C'est ce qui nous manque là, surtout quand je viens de dire qu'après des révolutions comme en Libye, en Égypte et en Tunisie, on a besoin de redresser notre économie et c'est la banque qui pourra, avec bien sûr l'aide des pays des BRICS, qui pourra nous financer nos projets qu'on a besoin. Donc on a beaucoup parlé des pays africains. Donc une autre question pour vous deux, messieurs. Est-ce que c'est dans l'intérêt économique des pays africains de se tourner vers les BRICS plus que vers les Occidentaux? Maintenant, par exemple, je vais donner un exemple de la Chine quand même. Je répète toujours la Chine parce que la Chine est présente vraiment dans le continent africain partout. La Chine, quand elle investit dans un pays, elle vient avec sa technologie, avec sa main-d'œuvre, avec ses experts pour investir dans un pays africain, produire et faire des échanges commerciaux dans ce pays. Alors, le pays où la Chine investit profite beaucoup des intérêts, profite de cette production, puisqu'il y a une partie de la production chinoise, par exemple, dans un pays, qui va vers le pays où on a investi. Alors ça, c'est un intérêt. D'autres intérêts que les pays des BRICS possèdent des expertises peut-être que les pays occidentaux n'ont pas offert. Par exemple, je vais donner un exemple très important qui touche le continent africain, surtout le sud. L'expérience brésilienne concernant la lutte contre le sida. Alors, on sait très bien que l'Occident a fait des médicaments contre le sida, et c'est des médicaments très bien réussis et tout, mais c'est trop cher. Là, le Brésil qui a fait des médicaments et qui ont été sur le marchand dans des pays africains du Sud, mais c'était pour les malades qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est très important. Les expertises concernant l'agriculture. Là, on trouve les pays des BRICS qui sont là, très forts.
la construction des infrastructures. On ne peut pas négliger des pays comme la Chine ou bien l'Inde dans ce domaine. Les coopérations entre les pays BRICS ne sont pas toujours simples. Par exemple, ces récentes tensions du territoire entre la Chine et l'Inde. Donc, pensez-vous que ce genre de problème pourrait affecter les coopérations des pays BRICS? La relation bilatérale entre la Chine et l'Inde est beaucoup plus complexe que cette tension territoriale entre les deux pays. Aujourd'hui, sur notre planète, il faut remarquer une chose. Il y a très peu de pays qui n'ont absolument pas de conflit frontalier, soit terrestre, soit maritime, avec les autres. Ça, c'est vraiment très rare. Donc, c'est une sorte de normalité, ce genre de tension. Donc, ce qu'il faut faire attention est que ce genre de tension territoriale ne doit pas détériorer les coopérations sur les autres plans, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, etc. Donc, nous sommes sûrs que deux civilisations aussi anciennes que la civilisation chinoise et indienne peuvent gérer avec beaucoup d'intelligence par la voie de négociation, par la voie de la diplomatie, ce genre de tensions territoriales. Et à part ces tensions du territoire entre les deux pays, pourriez-vous nous citer quelques autres défis qui font face à l'organisation des BRICS? Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par notre ami égyptien en apportant une petite nuance. Je pense que l'Afrique doit d'abord dépendre d'elle-même pour son développement, sa modernisation. Elle doit effectivement, et c'est en train de se passer, elle a des relations très constructives avec les pays des BRICS, et notamment la Chine, évidemment, le premier partenaire commercial de l'Afrique aujourd'hui, c'est évidemment la Chine. Mais l'Afrique a aussi besoin évidemment de l'Occident. L'Europe est à côté de l'Afrique et on ne réglera sûrement pas les problèmes graves de la sécurité en Afrique. M. Mahmoud a parlé du terrorisme sans une coordination globale, c'est-à-dire les BRICS, l'Occident avec les Africains pour lutter contre ce fléau. Je voudrais aussi revenir sur ce qui a été dit sur les relations entre la Chine et l'Inde. Alors, le premier partenaire commercial de l'Inde, c'est la Chine. Ça, c'est une réalité. À mon avis, il ne faut pas spéculer et chercher des choses spectaculaires, comme parfois le font les médias, mais c'est de regarder les réalités. La réalité, c'est que entre la Chine et l'Inde, vous avez une frontière de 2600 km. Pour les francophones qui nous regardent, 2600 km, ça veut dire c'est les frontières, toutes les frontières terrestres de la France. C'est absolument considérable. Une topographie extrêmement complexe, puisque c'est l'Himalaya. Et évidemment, il y a d'autres pays qui sont impliqués dans le jeu himalayen. Donc, avoir ce type de tension ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris par ce type de désaccord. Ce qui est important, c'est de garder en tête le tableau général. Et de ce point de vue, je partage ce qu'a dit le professeur Lidane. Je pense que la sagesse va l'emporter et par le dialogue et la négociation, ce problème du Doklam va être réglé. Et c'est pour ça aussi que ce sommet de Xiamen est très important. Et le sommet a lieu, et le président Xi Jinping et le Premier ministre Modi seront à Xiamen et ils vont régler ce problème. D'autres obstacles, vous parlez pour l'approfondissement des BRICS, il faudra évidemment penser à une institutionnalisation, parce que quand vous avez des mécanismes de ce type, si par exemple vous n'avez pas de secrétariat,
c'est difficile de faire avancer les choses. On le voit bien avec le G20, c'est une question du G20. Qu'est-ce qui va se passer du côté des BRICS pour assurer la continuité? Je pense aussi qu'il est très important, parce que ça pourrait devenir un obstacle, que la nouvelle banque de développement se coordonne et travaille en harmonie avec les mécanismes financiers qui existent déjà. On parlait du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, parce que ce qui pourrait devenir un obstacle, à mon sens, c'est l'idée que les BRICS seraient un mécanisme anti-Occident, anti-Bretton Woods. Ce n'est pas du tout le cas. Mais donc il faut travailler à déconstruire cette perception, si cette perception devait grandir. Oui, un dernier exemple de cet investissement de la nouvelle banque du développement dans le développement durable est un prêt de 76 millions de dollars qu'il accorde à un projet du centre énergétique photovoltaïque à Shanghai, Shanghai Lingang. Donc c'est une très belle illustration de ce que vous avez dit. Et puis le groupe BRICS ne doit absolument pas être considéré comme un bloc anti-occidental. Il faut comprendre le rôle d'abord de la plateforme G20. Pourquoi le G20? C'est parce que le G7 ne marche plus autant bien, parce que le G7 ne représente plus autant bien, aussi bien l'économie, la réalité de l'économie internationale. Donc il faut une nouvelle structure pour donner une nouvelle impulsion à la réforme de la gouvernance économique internationale. C'est la raison pour laquelle on a créé G20. Donc au sein de G20, vous avez le G7 et vous avez aussi, donc bien naturellement, un autre groupe pour mieux incarner les intérêts non seulement de ces 5 pays eux-mêmes, mais aussi des pays en développement dans son ensemble. Voilà la logique aux yeux des chercheurs chinois de la création de ce groupe BRICS. Donc c'est aussi la raison pour laquelle chaque fois durant le sommet du G20, chaque année, vous avez une réunion préparatoire du sommet du BRICS, du groupe BRICS. Oui. L'année dernière, à Hangzhou, c'était le cas. Cette année, à Hamburg, c'était aussi le cas. Et notre sommet à Xiamen a été très bien préparé à Hamburg en juin, donc pendant le sommet du G20 de cette année. Sur le point sur la gouvernance, c'est absolument fondamental. Non seulement ça consolide les BRICS, cette gouvernance mondiale, qui est loin d'être parfaite, mais c'est aussi un catalyste. C'est un catalyste. Et dans la contribution, cette contribution à la stabilité générale, il ne faut pas oublier justement ce mécanisme de réserve de la nouvelle banque de développement au cas d'une crise, au cas d'un choc financier qui pourrait déstabiliser les économies des pays émergents et qui aurait donc une contagion globale. Donc un rôle vraiment tout à fait positif. Concrètement, tout à l'heure, puisque M. Gosset a parlé de l'institutionnalisation de ce bloc, donc de quelle manière ou bien par quels moyens pourront mieux institutionnaliser les BRICS? Alors, d'abord, professeur, c'est important, il faut bien que les téléspectateurs comprennent qu'il y a déjà une institution des BRICS et une institution financière internationale, c'est absolument clé parce que la finance, c'est au cœur du développement de l'économie, de la politique, de la géopolitique, de la sécurité. Et cette nouvelle banque de développement va jouer un rôle croissant, il va y avoir un accroissement du capital et elle va s'ouvrir à de nouveaux membres. Donc il y a déjà une institution. Alors maintenant, comment les choses vont évoluer, il faudra voir, mais ça reste ouvert, ça sera probablement discuté à Xiamen. Y aura-t-il un secrétariat des BRICS ou pas, comme il y a un secrétariat de Shanghai Cooperation Organization. Ça, c'est très important. Je pense que là, les impulsions chinoises sont tout de même centrales dans cette histoire, parce que
pour remettre les choses un petit peu en perspective, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand on parle des BRICS, on met les 5 au même niveau. Mais en fait, il y a une grande différence entre l'économie de la Chine et les 4 autres économies, c'est absolument évident. Ce que je remarque aussi, c'est que, et pour le Brésil, et pour la Russie, et pour l'Inde, et pour l'Afrique du Sud, leur partenaire commercial numéro 1, c'est la Chine. Donc la Chine a une position de facto de centralité dans ce processus. Et je pense que la Chine, on l'a vu avec le Shanghai Cooperation Organization, va pousser à une plus grande institutionnalisation, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, pas simplement par des paroles et de la rhétorique. Et je dois aussi dire que, et le professeur l'a très bien dit, avant le sommet, tout le monde va regarder Xiamen début septembre, mais il y a eu beaucoup de réunions entre les ministres, entre les experts, et une chose qui est absolument fondamentale, à mon avis, qui est en train de se passer, c'est qu'on développe aussi les relations entre les sociétés civiles de ces 5, les académiques, les jeunes, etc. Les syndicats aussi. Les syndicats, et donc ça enrichit considérablement les liens, et je pense que ce mouvement ne va pas s'arrêter. On est simplement au début de quelque chose qui va avoir véritablement un impact global. Donc la Chine est aujourd'hui membre de nombreuses institutions ou groupements internationaux, comme vous avez dit tout à l'heure, et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a proposé le modèle de BRICS+. Donc pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce modèle-là, Monsieur Li? Le multilatéralisme, donc ça fait partie, c'est un élément composant très important de la diplomatie chinoise. Quand la Chine a récupéré sa place à l'Organisation des Nations Unies en 1971, il a commencé cette procédure d'agir non seulement dans le cadre de sa relation bilatérale avec les autres pays du monde, mais aussi dans des structures multilatérales, donc ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale, comme onusienne. Alors, les choses évoluent tout le temps. Donc, l'ONU, c'est la base de l'ordre international de l'après-guerre, mais les choses ne doivent pas rester là. Donc, sur la base de la structure onusienne, la réforme doit être entamée pour que cette structure soit plus efficace et corresponde mieux à la réalité de la communauté internationale. Voilà, c'est la raison pour laquelle, face aux lacunes qu'on représente le système de G7, il a été proposé, y compris par la Chine, le nouveau mécanisme du G20, et entre le G20 et la structure onusienne du CNICET. Donc les missions sont les mêmes, même si les structures sont différentes. Donc par les voies différentes, on peut arriver aux mêmes objectifs. Et c'est la raison qui a poussé les Chinois avec ses partenaires, dans le cadre du G20, à essayer de créer quelque chose de nouveau, toujours dans le but de rendre plus efficace notre système multilatéral. Donc le multilatéralisme. Donc on peut mettre l'accent là-dessus et pendant de longues années. C'est très intéressant, professeur. Je voudrais rebondir. Et ce qu'on va entendre à Xiamen, c'est un autre son de voix, puisque ça va être un appel pour le multilatéralisme et l'ouverture, le commerce international. Et donc, ce n'est pas la fin de la mondialisation, c'est une idée qui me paraît erronée. C'est simplement le centre de gravité de la mondialisation qui est en train de changer. Et je crois, nous sommes à Pékin aujourd'hui, ce centre de gravité, il est en train de graduellement basculer, à mon avis, autour du Pacifique, évidemment, États-Unis, mais surtout la Chine.
Donc c'est un sommet qui va aussi être utile de ce point de vue-là, rappeler l'importance du multilatéralisme et du commerce international pour le développement. D'accord. Notre émission touche à sa fin. Merci, messieurs, d'être avec nous. Nos discussions continuent. Peut-être on va faire une autre émission sur la diplomatie chinoise. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pendant ce programme sur CGTN. Au revoir.